Et il nous rejoint à l'instant parce que l'actu ne s'arrête jamais, surtout pas les marchés. Benjamin Louvet est avec nous pour Ophi Invest AM. Bonjour Benjamin. Bonjour Guillaume. On passe le relais là entre John et vous Benjamin, mais pour rester sur cette même thématique, c'est le même relais, le même témoin qu'on passe de l'un à l'autre. On va parler des impacts de ce qui se passe aujourd'hui au Moyen-Orient, de cette guerre. On va commencer par le très court terme et on ira peu à peu vers les impacts long terme de ce qui se joue là. On va avancer de plus en plus loin dans le temps. On va essayer de ne pas être myope, ne pas se concentrer sur le très court terme, mais aussi parler du long terme. D'abord, quand même, vous n'échapperez pas à cette question. Jusqu'où le cours du pétrole va-t-il monter, d'après vous? On est actuellement à $84 le baril de Brent, 77 le baril de brut léger américain. Vous ne pouvez pas échapper à cette question, Benjamin. Je n'y échapperai pas, Guillaume, mais je vais vous faire une réponse de Normand, ça dépend. Le vrai sujet aujourd'hui, il y a deux sujets. Le premier, c'est le sujet de l'atteinte aux moyens de production. Pour l'instant, ces atteintes ont été relativement limitées. Donc, on est rassuré sur cet aspect-là. Le deuxième aspect, et le plus important et le plus critique, c'est l'aspect du blocage du détroit d'Ormuz. Aujourd'hui, le détroit d'Ormuz est de facto bloqué, puisqu'il n'y a plus de bateaux qui transitent. Et c'est un vrai sujet. Pourquoi ? Parce que si ce blocage devait durer trop longtemps, eh bien, il faudrait qu'on trouve d'urgence un moyen de faire rentrer des bateaux. Vous m'avez bien entendu, de faire rentrer des bateaux dans le détroit. Pourquoi ? Parce que les capacités de stockage de pétrole sur la zone sont extrêmement limitées aujourd'hui. L'Irak vient d'annoncer qu'elle avait réduit la production sur 2 de ses principaux champs pétroliers parce qu'elle n'a plus d'endroit où stocker ce pétrole. Et elle a annoncé que si le blocage n'était pas levé d'ici quelques jours, elle devrait arrêter 3 millions de barils par jour de capacité de production. Donc on a un vrai problème déjà de ce côté-là. Le deuxième problème, évidemment, c'est que si le problème devait durer trop longtemps, on va essayer de définir plus précisément ce que ça veut dire, on va se retrouver à devoir piocher dans les stocks. Donc il y a des pays qui ont des stocks importants. La Chine a des stocks estimés entre 1,2 et 1,5 milliard de barils. Les États-Unis ont un peu plus de 450 millions de barils de stocks aujourd'hui. Mais des pays comme l'Australie ont fait savoir qu'ils n'avaient que 28 jours de stock. Le Japon annonce aujourd'hui avoir 250 jours de stock, mais il pourrait être beaucoup plus vite mis en situation difficile que des pays comme la Chine ou les États-Unis. Sachant que la Chine a également la possibilité de se tourner vers du pétrole stocké en mer sur des bateaux ou du pétrole qui vient de son voisin russe. Donc, oui. À très court terme, le vrai sujet, il est autour de ça. Alors, il y a des solutions. On se demande même si ce qui est en train de se passer, parce qu'effectivement, les Chinois seront peut-être coupés de leur pétrole, leur approvisionnement en pétrole iranien, mais du coup, ça va peut-être encore plus pousser les Chinois à se rapprocher de la Russie, qui fabrique, qui produit aussi du pétrole. Est-ce que ce qui est en train de se passer va pas, d'un point de vue américain, être contre-productif, à savoir rapprocher encore davantage les Chinois des Russes pour acheter le pétrole russe? C'est une conséquence qui n'est pas à négliger, d'autant que les Russes sont ravis de voir les prix du pétrole qui montent aujourd'hui. Ça leur permet de regagner de l'argent avec la vente de ce pétrole, surtout que si le blocage du détroit d'Ormuz devait durer, on se retrouverait dans une situation où on ne pourrait pas se passer du pétrole russe. Il faut être objectif. Le pétrole qui passe dans le détroit d'Ormuz, c'est plus de 20 millions de barils par jour. Si vous enlevez les 10 millions de barils par jour qui sont produits par la Russie, vous enlevez 30% du marché. Donc, on a la nécessité de trouver des solutions de remplacement. Alors, il y a aussi d'autres solutions qui sont évoquées. L'Arabie Saoudite a aujourd'hui annoncé qu'elle avait demandé à certaines compagnies maritimes si elles étaient capables de charger en mer Rouge, donc côté canal de Suez, et la Méditerranée, en utilisant un pipeline. Ce pipeline qui traverse l'Arabie Saoudite. Il faut bien voir que les installations pétrolières, enfin les gisements pétroliers saoudiens sont complètement à l'est du pays, donc côté Golfe Persique et côté détroit d'Ormuz. Mais il y a un pipeline qui permettrait d'envoyer à peu près 5 millions de barils par jour de l'autre côté. Le problème, c'est que ce pipeline part d'une ville qui s'appelle Dharan. On a appris cet après-midi qu'il y avait des alertes sur des frappes sur Dharan. Première chose. Et puis la deuxième chose, c'est qu'un pipeline dans le désert, aujourd'hui, avec un drone, ça peut se frapper. Donc ça reste très aléatoire comme solution, d'autant que des compagnies maritimes commencent à annoncer que, comme CMA CGM, qu'elles vont arrêter les réservations de bateaux pour la zone du Moyen-Orient. Donc il faut voir dans quelle zone on parle. Puis l'autre problème qu'on a dans ce passage du détroit d'Ormuz, c'est que les plus grosses compagnies d'assurance mondiales, notamment européennes et américaines,
ont annoncé qu'elles arrêtaient d'assurer les bateaux contre le risque de guerre. Donc ça voudrait dire, il y a des solutions dans les années 80, enfin dans les années 70, quand on a eu une précédente crise pétrolière, on avait organisé des convois qui étaient sécurisés par l'armée. Donc ça, c'est une première solution. L'autre solution, ça serait que l'administration américaine exige des compagnies d'assurance qu'elles assurent ces bateaux en mettant un plafond à l'assurance pour le risque de guerre. Mais le plus probable aujourd'hui est que Trump arrête pas de communiquer sur le fait que la marine iranienne est à terre, que les forces aériennes sont à terre, et donc peut-être qu'il y a moyen de sécuriser le détroit d'Ormuz et de pouvoir organiser des convois pour faire aussi bien sortir que rentrer des bateaux. Encore une fois, j'insiste là-dessus. Après, il suffit d'un drone. Il suffit d'un drone pour attaquer un bateau. Voilà. C'est ça. Il suffit d'un drone. Et ils en produisent plein. Donc aujourd'hui, on n'a pas la certitude que cette voie soit sécurisée. Et il faut savoir que même si le détroit est très large, pour les plus gros bateaux, ce qu'on appelle les VLCC, les Very Large Crude Carriers, donc les bateaux qui emmènent les plus grosses quantités de pétrole, il n'y a que 2 voies en fait dans le canal de Suez qui sont suffisamment profondes pour qu'ils passent. Donc on n'a pas tant d'espace que ça, et donc ça nécessite vraiment une sécurisation de la voie avant de pouvoir envoyer des bateaux. Ça ne se substituera pas en volume. Si un bateau était coulé à cet endroit-là ou était touché à cet endroit, ça perturberait encore plus. Mais alors quand même, vous dites, on n'a pas beaucoup de moyens de substituer le détroit d'Ormuz ou d'augmenter la production si jamais effectivement cette production du Golfe Persique ne pouvait plus approvisionner le monde. Mais je croyais que les États-Unis étaient là désormais. C'était la grande différence par rapport à la guerre du Golfe il y a quelques décennies, à savoir aujourd'hui les États-Unis sont le premier producteur mondial et peuvent peut-être aussi abreuver davantage le monde. Alors, 2 choses. D'abord, on peut tenir sans le détroit d'Ormuz avec notamment des stocks stratégiques, on doit pouvoir tenir une vingtaine de jours, on va dire. Au-delà de ça, effectivement, la production commencera à vraiment s'arrêter partout au Moyen-Orient et ça posera des problèmes de remise en route qui sont assez longues dans le domaine du Donc, quand l'OPEP dit on va augmenter notre production, oui, sauf qu'opérationnellement, ça va être de plus en plus compliqué. Oui, alors ils ont des stocks, ils pourront libérer des stocks à ce moment-là pour ramener du pétrole sur le marché, mais ça permettra de redémarrer la production. Mais pour ce qui est des États-Unis, eh bien, le problème, c'est que la production pétrolière aux États-Unis, c'est une production privée. On n'est pas dans le cadre d'une compagnie nationale comme on peut l'être dans les pays du Moyen-Orient. Et donc, les compagnies privées, elles produiront du pétrole si elles gagnent de l'argent. Or, aujourd'hui, les compagnies pétrolières, notamment dans le domaine du pétrole de schiste, il leur faut à peu près 3 mois pour lancer la production d'un nouveau puits. Puis ensuite, ils l'exploitent en 18 mois. On n'a pas assez de visibilité aujourd'hui pour aller prendre un risque sur un prix du pétrole à 3 ou à 6 mois. Aujourd'hui, il y a une tension sur le prix. Mais si vous lancez une production aujourd'hui, qu'elle arrive dans 3 mois, et qu'à ce moment-là, eh bien, les prix du pétrole ont rebaissé parce que la crise est derrière nous, eh bien, vous allez produire du pétrole à perte. Et puis, il y a un deuxième point, c'est que les pétroliers de schiste ont commencé clairement à dire qu'ils allaient maîtriser la croissance de leur production pour la simple et bonne raison qu'ils ont exploité toutes les ressources les plus pertinentes pour commencer et qu'aujourd'hui, les coûts augmentent au fur et à mesure qu'on s'éloigne de ces cœurs de production. Et puis, il y a la question du gaz. On regardait là sur une semaine, les cours du gaz européen ont quasi doublé. Voilà, plus 97% sur à peine une semaine. On a la fermeture depuis hier de la principale usine de production de GNL au monde. Elle est au Qatar. Elle a fermé à cause d'attaques de drones de la part d'Iran. Quelle est la dépendance européenne vis-à-vis du Moyen-Orient sur le gaz? Et ensuite, je vous demanderai si la hausse des cours du gaz pourrait entraîner une hausse des prix de l'électricité. Est-ce qu'il y a encore un lien entre les deux? Est-ce qu'il va falloir s'y attendre sur notre facture dans les prochaines semaines? Alors, la dépendance de l'Europe au gaz du Moyen-Orient, elle est très faible, en fait. On n'importe pas beaucoup de gaz du Moyen-Orient. Le problème, c'est que là, on ne parle pas de gaz qui est livré par gazoduc, on parle de gaz liquéfié, donc qui est livré par bateau. Et donc là, le gaz qui est livré par pipeline, enfin par gazoduc, il y a peu de moyens de réorienter l'acheminement. Et donc, vous êtes un peu prisonnier entre le client et le producteur. Pour le gaz liquéfié, vu que vous le chargez sur un bateau, vous pouvez l'envoyer à peu près n'importe où. Donc, il y a une compétition internationale. Et les gros acheteurs de gaz naturel aujourd'hui liquéfié, ce sont les pays d'Asie. Et donc, on va rentrer dans une concurrence comme on a pu la connaître par le passé, quand on a eu la précédente crise du gaz. Et ça explique la très forte hausse du prix du gaz qu'on connaît aujourd'hui, parce que si le Qatar ne peut plus livrer, eh bien, les États-Unis, qui sont des gros producteurs, préféreront peut-être livrer au Japon s'ils acceptent de payer plus cher que livrer chez nous. Donc, on est impacté par ce coût du gaz. Mais on va être impacté aussi à d'autres niveaux, Guillaume. C'est qu'il faut avoir conscience qu'il y a 2 autres conséquences de cette fermeture du détroit d'Ormuz. La première, c'est que 40% des fertilisants servant pour l'agriculture transitent par ce détroit d'Ormuz. On va rentrer dans la période de plantation, notamment en hémisphère nord. Donc ça va devenir extrêmement important. Et puis une grosse partie des autres engrais, qui sont dits engrais azotés, sont fabriqués à partir de gaz naturel.
Donc on va aussi avoir une dépendance à ce niveau-là. Donc on a la problématique du gaz est une vraie problématique, et puis vous en avez d'autres aussi autour du cuivre, on n'en parle pas, mais pas tellement sur le cuivre, mais parce que quand on traite le pétrole, on enlève le soufre. Ce soufre, il est vendu, il sert à faire de l'acide sulfurique, et l'acide sulfurique est indispensable pour faire le raffinage du cuivre. Or, il y a 50% du soufre qui transite par le détroit d'Ormuz. Donc on a des multiples problèmes à tous les niveaux, au niveau du... Et même la production plastique mondiale, 15% vient de cette région, mine de rien. Ah bon, et puis sur l'eau aussi, une pression sur l'eau, on en parlera dans quelques instants, mais est-ce que la hausse des cours du gaz, donc on observe en Europe, on est à quasiment 100% de hausse des cours du gaz, 97% de hausse sur à peine une semaine, est-ce que ça va entraîner une hausse de nos factures d'électricité, de la facture d'électricité des entreprises? Est-ce que c'est un phénomène auquel il va falloir s'attendre? On sait qu'il y a une réforme en cours du marché européen, mais ça ne va pas complètement désindexer le prix de l'électricité de celui du gaz. Ça va moins l'indexer qu'avant, mais pas le désindexer totalement. Alors ça dépend de quel pays vous payez. Vous parlez, l'Europe effectivement va être concernée. La France, elle, aujourd'hui, produit très peu d'électricité à partir de gaz, parce qu'on a développé les moyens de production décarbonée. On avait 2% à 14h, j'ai regardé, 2% aujourd'hui, donc voilà. À partir de gaz, 64% de nucléaire, 20% de solaire. Exactement, parce qu'on a le nucléaire, et maintenant, on a effectivement développé beaucoup les énergies renouvelables. Mais il y a quand même ce qu'on appelle l'ordre de préséance économique dans la fixation du prix de l'électricité sur le marché spot. Tout à fait, mais le gaz arrive en dernier après le gaz, après les renouvelables, parce qu'ils ont un coût marginal qui est très faible. Pareil pour le nucléaire. Et donc le gaz arrive après. Donc en France, on devrait être relativement peu touché. En Europe, on devrait l'être sans doute davantage dans d'autres pays, notamment l'Allemagne, qui repose beaucoup plus sur ce produit. Donc la France est relativement protégée sur ce sujet-là. Bon, et la question de l'eau, parce que mine de rien, les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite, ces pays de la région du Golfe dépendent de l'eau de mer. Ce sont les usines de dessalement d'eau, voilà, la désalinisation qui leur permet de vivre, de se nourrir, etc., de boire, de s'hydrater, puis même de cultiver. On trouve des vaches dans le désert dans cette région-là. C'est absolument miraculeux ce qu'ils ont réussi à faire. Est-ce que ces usines de désalinisation, voilà, sont exposées à des frappes iraniennes? La réponse c'est oui, forcément. Donc, est-ce qu'il y a un enjeu vital de ce point de vue-là aussi, l'approvisionnement en eau? Bien sûr, l'approvisionnement en eau dans ces régions-là est forcément un vrai sujet. C'est un sujet, je dirais, d'une part pour la population, mais aussi pour l'industrie. On a besoin d'eau pour faire travailler des industries. Il y a de la production d'aluminium dans cette région-là, il y a de la production de pétrole. Pour produire du pétrole, il faut de l'eau, des grosses quantités. Donc ça pourrait aussi pénaliser l'activité industrielle et l'activité économique de la zone. Je pense que la consommation d'eau des hommes ne sera pas remise en cause et ne sera pas limitée, parce que les quantités d'eau, quand vous regardez aussi en France, la quantité d'eau consommée par la population comparée à la quantité d'eau consommée par l'industrie, et notamment par l'agriculture, eh bien, la part qui revient à la consommation humaine est relativement faible. Donc, on peut être rassuré sur ce point-là, mais bien évidemment que ça doit être un des points d'attention extrêmement importants de tous ces pays qui sont aujourd'hui frappés par les attaques iraniennes. Si vous étiez disponible tout l'après-midi, on vous garderait tout l'après-midi, vous savez, Benjamin. C'est toujours passionnant, d'ailleurs, c'est quartier libre, hein, si vous voulez rester. Benjamin Louvet, OFI Invest AM, passionnants enjeux, inquiétants, bien évidemment. Les marchés qui donnent un prix à tout cela, et on a un cours du baril de pétrole qui monte fortement. On a beaucoup parlé du très court terme, parce que le long terme, on n'en sait rien, ça dépendra de quel côté tombe la pièce iranienne, en quelque sorte. Ça dépend surtout de combien de temps dure ce conflit, de savoir si on arrive à sécuriser le détroit d'Ormuz. Ce sont les deux principales questions auxquelles il va falloir répondre assez vite pour savoir comment va évoluer le prix du pétrole et donc comment va évoluer la situation économique globale. Benjamin Louvet, merci beaucoup de nous avoir accompagnés, de nous avoir rejoints sur le plateau de BFM Business cet après-midi.